Guevara, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur l'avocat général, le procès de Christophe Colomb ne vous suffit pas. Votre réquisitoire concerne plusieurs siècles de colonisation des Amériques et surtout plusieurs siècles de colonisation espagnole. Car il ne faudrait tout de même pas froisser les susceptibilités anglo-saxonnes, fussent-elles déclinantes. Votre réquisitoire aurait eu davantage de sens si les rois catholiques, Charles Quint, Hernán Cortés ou Francisco Pizarro avaient été cités à comparaître ce soir. Mais vos demandes d'exhumation n'ayant pas prospéré, seul Christophe Colomb est devant vous. Monsieur l'avocat général, vous voici devant Colomb comme le loup face à l'agneau de la fable de La Fontaine. Si Colomb n'est pas coupable, ses frères devant l'histoire le sont. Il devra donc payer. Pourtant, le passage de la vengeance au droit est celui de la responsabilité collective à la responsabilité individuelle. Vous n'êtes pas ici pour tendre aux jurés le couteau qui immolera le bouc émissaire, mais pour que justice soit rendue. En m'en tenant au caractère strictement personnel de la responsabilité pénale, j'aurais pu me cantonner ce soir à la seule défense de Christophe Colomb. Mais mon client m'a répondu « On n'abdique pas l'honneur d'être une cible ». Et je ne suis moi-même pas insensible à l'aristocratique plaisir de déplaire. Je répondrai donc à monsieur l'avocat général pour la colonisation espagnole et à la justice pour Christophe Colomb. Vous avez laissé entendre le spectacle d'une Amérique précolombienne comparable à un jardin d'Éden avant la chute. Vous auriez pu le peupler d'une mosaïque de peuples, décrire tour à tour le raffinement des palais aztèques, le développement de l'administration inca et la précision de l'astronomie maya. Au-delà de ces civilisations, la palme aurait pu revenir à la conscience écologique précoce des tribus de chasseurs-cueilleurs qui habitaient ces régions. Dans ce réquisitoire, l'auteur de la chute n'aurait pas été le serpent, mais Christophe Colomb. Mais ce tableau, aussi séduisant qu'il puisse paraître, est une belle infidèle. Sa matière en est puisée chez le bon sauvage de Rousseau, plutôt que dans un champ de fouilles. Ses couleurs sont celles du bovarisme tropical, plutôt que de la rigueur historique. La réalité de cette terre d'Amérique était toute différente. Le peuplement y était limité. Dans la plupart des régions, des rivages sans habitants regardaient des mers sans vaisseaux. Le théâtre attendait encore, et ses acteurs, et son public. Là où étaient les hommes, les Amériques étaient encore bien éloignées du ciel. Vos chers chasseurs-cueilleurs, à la conscience écologique avant-gardiste, étaient cannibales. Dans vos civilisations raffinées, le courroux des divinités infernales ne pouvait être provisoirement apaisé que par le sang des enfants. Les nombreuses guerres qui déchiraient les Amériques fournissaient aux vainqueurs esclaves et victimes pour les sacrifices. Dans le meilleur des cas, les vainqueurs revendaient les vaincus. Voici quel était le nouveau monde découvert par Christophe Colomb. Et quelle fut l'œuvre espagnole? Au cannibalisme, l'Espagne a substitué le culte des reliques. À la terreur des dieux enivrés par le sang des hommes, l'Espagne a substitué un dieu qui a versé son sang une fois pour toutes. Aux guerres, l'Espagne a substitué plusieurs siècles de stabilité politique. Ces bienfaits, monsieur l'avocat général, n'ont pas de prix
ils valent bien tout l'or des Amériques. Pourtant, cet or aussi a bénéficié aux Amériques en prenant la forme d'hôpitaux, d'universités, de routes. Mais, me direz-vous, qu'en est-il des piastres envoyés par Gagnon-Mantier en Espagne? Eh bien, je vous répondrai que ce sont ces piastres qui nous ont donné la Giralda de Séville, la majesté émaciée des ombres du Gréco, la fraîcheur des visages de Murillo. Ces richesses n'ont pas été dissipées dans des jouissances égoïstes et éphémères, même si monsieur le bâtonnier de Genève nous ferait observer gravement qu'elles n'ont pas davantage été investies dans l'outil de production espagnol. Elles se sont métamorphosées en œuvres d'art. Ce faisant, par l'art, elles ont profité à l'ensemble de l'humanité. Contrairement à l'Angleterre, l'Espagne a le sens de la destination universelle des biens. Voici la cupidité purifiée par la grâce des arts. Ah, si de toutes les rapines naissaient les chefs-d'œuvre du siècle d'or espagnol, elles s'en trouveraient plus que justifiées. Le nouveau monde découvert par Colomb était-il parfait? Assurément non. La domination espagnole l'a-t-elle rendu parfait? Pas davantage. La domination espagnole l'a-t-elle rendu moins imparfait? Assurément oui. Elle s'en trouve dès lors justifiée devant l'histoire. Si l'Empire espagnol mérite d'être acquitté, la cause de Colomb est encore plus facile à défendre. Si Christophe Colomb a été avide, ce fut de connaissance et de gloire. Son plus grand titre de gloire sera d'avoir fait marcher de concert et la science et le rêve. Si Christophe Colomb avait été un homme avide de richesse et de pouvoir, comme le laissait entendre monsieur l'avocat général, sa vie eût été tout autre. Après, à l'issue de ses études à l'université de Padoue, après quelques voyages en Méditerranée, il aurait été marchand drapier à Gênes. Il aurait ouvert des succursales dans les principaux ports méditerranéens. Le marchand, devenu riche, aurait ensuite prêté aux papes et aux rois. Et derrière le drapier, le banquier aurait percé. Il serait devenu un membre respecté et envié du patriciat génois. Peut-être même aurait-il pu être à Gênes ce que Côme de Médicis a été à Florence, le fondateur d'une dynastie. Mais non! Christophe Colomb a été l'homme d'un destin plutôt que l'homme d'une carrière. À la fortune et au pouvoir, il a préféré la renommée. La gloire, elle s'obtient en prenant ce que les autres n'ont pas voulu garder. Les nuits consacrées à l'obscur labeur de l'étude, les journées passées à quémander des audiences et des subsides auprès de souverains ondoyants, la conduite d'équipage constituée d'hommes, de sacs et de cordes dans la plus repoussante des promiscuités. Était-ce pour vendre des canons? Non. Était-ce pour se tailler une principauté? Non. Il s'agissait de percer un mystère, de ne pas se résigner à laisser l'inconnu flotter à l'ouest du monde occidental, de substituer la connaissance à l'ignorance. Chez Christophe Colomb, la soif de la connaissance n'était pas encore desséchée. Elle marchait encore de pair avec le rêve et l'héroïsme qu'il avait su insuffler à ses hommes. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. S'il fallait donner des frères à Christophe Colomb, ce ne serait pas Cortés ou Pizarro, mais bien Marco Polo ou Neil Armstrong. Vous acquitterez donc Christophe Colomb
et l'histoire lui rendra justice.